Bien, bonsoir à chacun et chacune. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette deuxième soirée du 72 de la saison 2023-2024. Merci d'être là. On est un peu déçus pour l'instant par les effectifs, mais nul doute qu'au moins quelques autres nous rejoindront. Et certains regarderont en ligne par la suite. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'être venus sur place. C'est quand même pas la même chose d'assister à une conférence sur place que de la regarder ultérieurement en ligne. Alors ce soir, nous avons le privilège donc d'accueillir Frédéric de Coninck, qui pourra se présenter un peu plus dans un instant, et qui est sociologue, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont alors il y en a suffisamment pour que je ne me hasarde pas à trop les citer nommément, mais vous verrez au fond de la salle, il y en a plusieurs qui sont disponibles à la vente. Et il sera possible, donc, si vous le souhaitez, de les acquérir à l'issue de la soirée. Donc n'hésitez pas à le faire. Et si on ne retient pas trop longtemps notre orateur, il sera peut-être même d'accord, qui sait, pour une petite dédicace, sait-on jamais. Donc n'hésitez pas à en profiter. En tout cas, un mode de vie plus sobre. Bonne ou mauvaise nouvelle? Le sujet est actuel. Beaucoup de questions... je ne vous apprends rien, se pose sur le caractère soutenable ou non de nos modes de vie. Et nous avons pensé que ce serait particulièrement intéressant d'entendre Frédéric de Coninck sur ce sujet. Nous sommes très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Juste pour donner une indication, même si la plupart, mais pas tous, sont des habitués de ces soirées, nous nous fixons comme heure maximale de fin 20h30. Ça peut se terminer avant, mais 20h30 c'est l'heure de fin maximale, y compris le temps de questions inclus. Et donc selon la durée de l'exposé de notre orateur, nous pourrons avoir un temps d'échange, voilà, qui durera plus ou moins longtemps, on ajustera en fonction. Mais en tout cas, comme il se doit, je propose de souhaiter la bienvenue à notre orateur et de le remercier en l'applaudissant. Et je l'invite à nous rejoindre. Voilà, merci de m'accueillir. N'hésitez pas à avancer un petit peu d'ailleurs, parce que bon, c'est pas que je me sens seul, hein, mais bon, vous pouvez avancer un peu. Hein. Alors, c'est comme ça vient d'être dit, hein, les questions que nous pose, alors, qu'on le veuille ou non, en fait, hein, c'est pas une question de volonté, mais enfin, les questions que nous pose la crise climatique, elles sont en fait dérangeantes, hein, des questions dérangeantes. Elles sont dérangeantes parce qu'en fait, et indirectement, elles perturbent nos habitudes, elles perturbent nos manières de penser, puis en fait, ça renvoie à des enjeux très profonds, des enjeux très intimes. Je veux dire, par exemple, si je vous demande, par exemple, si aujourd'hui, vous savez qu'il y a une planète dans le système solaire qui est en train de s'échapper, là, qui est Pluton, qu'on a dégradé du rang de planète à objet, vous vous en foutez complètement. Je veux dire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, bon, oui, ok, très bien. Mais là c'est autre chose, là, c'est nous qui sommes concernés. Donc, ça nous dérange davantage. Et puis, elles sont en fait... elles me dérangent moi aussi, je vous rassure, je ne suis pas en dehors de cette histoire. Mais elles sont tellement dérangeantes qu'on peut essayer de les dénier, ou de les minimiser, ou d'imaginer qu'on va trouver des solutions simples. Alors, par exemple, moi, j'ai une fois parlé comme ça à une amie. Là, j'habite Poitiers, pour compléter ma présentation. Je vais faire ça par petits bouts. J'habite Poitiers. Une fois, je discutais comme ça avec une amie de ces questions climatiques. Alors, ouais, elle m'écoute. Et puis, à la fin, elle me dit, mais enfin, alors, du coup, quelle est la solution? Voilà. Alors ça, ok, je suis prêt à t'écouter s'il y a une solution. Et puis, comme ça, on pourra passer au point suivant. Voilà. Mais c'est pas si simple, quoi, je veux dire. Hein, je pense qu'en fait, c'est intéressant peut-être plutôt de regarder les questions en face, et puis de se laisser déranger. Et puis quelquefois, bon, ça c'est une expérience qui m'est arrivée récemment, déménager, c'est l'occasion de repenser à ses choix.
Alors j'ai déménagé il y a 2 ans et demi, justement pour aller à Poitiers. Avant, j'habitais en région parisienne, enfin dans la banlieue est. Et en fait, en déménageant, je me suis posé plein de questions. D'abord parce qu'on avait choisi d'habiter, entre autres pour des raisons d'économie d'énergie, dans un logement plus petit. Alors c'est bien, hein, l'idée d'habiter dans un logement plus petit, c'est bien, mais il faut faire des choix. On ne peut pas tout garder, et puis même si on est riche, donc si on a des maisons de campagne, l'idée de mettre tout ça dans la maison de campagne, moi j'ai exclu ça. Hein, donc, alors je me suis trouvé comme ça, avec des objets entre les mains, et c'est très intéressant, mais ça m'a profondément remué en fait. Hein, parce qu'il y avait des choses dont je me disais, bon, ben, ça là, j'en ai eu besoin, j'en ai plus besoin. Bon. Puis il y a des choses qui étaient plus inquiétantes, du genre, mais pourquoi à une époque donnée, j'ai eu besoin d'acheter ça. Hein, et voilà, ça interpelle, quoi. Hein. Quelle espèce de cataplasme j'ai essayé d'avoir pour m'acheter ce truc. Voilà. Alors, donc, déménager, ça a du bon. C'est l'occasion de repenser quelquefois juste à des choses très simples, du genre les rangements. Bon, ça c'est simple. Et puis, c'est aussi l'occasion de penser à quoi on donne de l'importance, à nos priorités. Alors, c'est des questions bien matérielles, mais aussi des questions matérielles, ça devient vite des questions spirituelles. Hein, je veux dire, bon. Donc, moi, je trouve que ça peut être bien d'essayer de déménager un petit peu pour regarder nos choix de vie, nos choix existentiels, puis se demander s'ils n'ont pas des failles, et puis si peut-être les choses qu'on fait d'habitude, est-ce que c'est tellement extraordinaire, hein, est-ce que les choix qu'on fait sont tellement formidables, finalement? Est-ce qu'on consacre nos vies à des enjeux qui en valent la peine ou non. Voilà. Alors, des questions dérangeantes. Alors bon, je le dis quand même parce que peut-être ça devrait être évident, pour dire que moi une fois récemment j'ai fait du covoiturage avec quelqu'un qui était catholique, convaincu, on a eu des bonnes discussions, et tout d'un coup on tombe sur les questions climatiques, mais est-ce que c'est vraiment prouvé? Bon, alors oui, je vais vous dire, c'est prouvé, ça dépend de ce que vous appelez une preuve. Bon, en gros, si vous voulez, l'effet de serre, donc juste pour dire, je vous ai parlé de ça en 5 minutes, mais juste pour vous dire à quel point c'est prouvé quand même. L'effet de serre, il est connu depuis le 19e siècle. Et au départ, donc l'idée que si vous voulez, quand vous faites passer de la lumière à travers un gaz, en fait, tout ne repart pas, que le gaz lui-même fait une sorte de coussin. Ça, c'est une expérience. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu, vous avez des vidéos sur YouTube, des tutos pour le faire dans votre cuisine. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est là, l'effet de serre, et il est même il est prouvé au point que s'il n'y avait pas d'effet de serre, la Terre serait quasiment invivable tellement elle serait froide. Hein, donc bon, il faut savoir ça aussi. Au départ, les gens avaient peur d'ailleurs qu'il n'y ait pas assez d'effet de serre et que la Terre se refroidisse. Non, mais juste pour vous donner une idée, quoi. Donc l'effet de serre, c'est pas une invention récente. Bon. Après ça, la concentration en gaz à effet de serre, en gaz carbonique, elle est mesurée. Hein. Il y a des ballons dans l'atmosphère qui mesurent la concentration de CO2. Ce n'est pas des modèles qui tournent, c'est des mesures. Hein, donc c'est des ballons qu'on envoie et on mesure la quantité de CO2 et on s'aperçoit que quand on dit qu'elle augmente, c'est pas que ça sort de la tête de quelqu'un, c'est des mesures. Voilà. Et puis l'activité humaine produit des gaz à effet de serre. Elle en produit. Bon. Pendant ce temps-là, la concentration de gaz à effet de serre augmente. Bon, et donc les températures moyennes augmentent et elles continueront à augmenter. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est... Alors, vous pouvez croire que la Terre est plate. Je ne vous l'interdis pas. Mais c'est à peu près du même niveau, quoi. Si vous voulez. Voilà. C'est aussi prouvé que le fait que la Terre est ronde, mais enfin, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, et moi, je n'ai pas les moyens de les détromper, si vous voulez. Ok, voilà. Donc on en est là. Alors, une fois qu'on est là, comment sortir de là? Alors, bien sûr, on peut compter sur l'innovation technique. Alors, oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas contre l'idée. Hein. Pour l'instant, si vous voulez, on est loin. La trajectoire actuelle, on est très loin de ce qu'il faudrait. Alors bien sûr, quand même, oui, ce qui est vrai, je ne vais pas vous saouler avec des graphiques. Hein. J'en sors un, c'est déjà beaucoup. Hein, bon. Mais pour produire un bien, aujourd'hui, on dépense moins d'énergie qu'autrefois parce qu'on sait mieux faire, qu'on sait un peu plus efficace. Donc oui, ça c'est vrai. Hein. En partie, c'est vrai. Pour avoir le même bien, on peut dépenser moins d'énergie et donc et indirectement provoquer moins d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord.
Mais pendant ce temps-là, il y a des facteurs qui vont dans l'autre sens. On continue à avoir de la croissance économique, enfin pas beaucoup, mais un peu, et puis il y a de la croissance démographique, hein, numériquement. Non. Donc si vous mettez au bout les deux choses, ben en fait, alors en Europe, on arrive quand même au total à baisser un peu. Mais il y a des parties du monde où on est pratiquement à zéro, voire ça se dégrade. Hein, bon. Donc le progrès technique joue un rôle, mais pour l'instant, en tout cas, voilà, si on parle des choses mesurées et non pas des choses qu'on peut espérer, très très insuffisant. Alors en fait, il y a des gens d'ailleurs qui ont fait des scénarios. Moi, je trouve des scénarios mesurés. Hein, c'est pas des terroristes écologiques, etc. Mais ça, c'est le scénario de Négawatt. Bon, il y en a d'autres, mais en fait, tous tournent autour de la même idée. C'est des choses sérieuses, hein, mesurées. Et puis voilà, c'est des gens qui, par exemple, alors ils vous disent, ben, ce qu'il faudrait, bon, ça c'est un graphique pédagogique, bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué ben, en fait, vous pouvez, par exemple, gagner en efficacité. Alors là, c'est ce que je dis, c'est-à-dire vous pouvez, grâce à l'innovation technique, produire les mêmes biens en dépensant moins d'énergie et aussi en recyclant plus les matériaux, en ayant moins de gaz à effet de serre. Donc vous avez une part du gâteau. Oui, si vous gagnez en efficacité, vous réglez une partie du problème. Vous pouvez aussi transformer les sources d'énergie. Bon, là, on s'y emploie, mais c'est pareil, on s'y emploie finalement plutôt trop lentement. Hein, par rapport, on s'y emploie, mais les choses avancent trop lentement. Mais transformer les sources d'énergie et utiliser des énergies renouvelables. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a la troisième part du gâteau qui, malheureusement, si vous voulez, et là on tombe sur la question de la sobriété, est inévitable. Donc, vous ne pouvez pas sortir sans avoir au moins un peu de sobriété. Alors, on n'échappe pas donc à cette question de la sobriété. Je vais vous dire tout à l'heure, quand je parle de la sobriété, je ne vous parle pas d'un retour à l'âge des cavernes. Il ne faut pas non plus... faut commencer, non, enfin, on va voir de quoi je parle, mais bon. Et de toute façon, alors, si on n'agit pas maintenant, de toute façon, le changement climatique il va produire un appauvrissement moyen, alors moyen avec des grosses inégalités. Donc sobriété choisie ou sobriété subie, mais de toute façon, sobriété. De toute manière. Alors, il ne s'agit pas donc de revenir à l'âge de pierre, mais de s'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait, de quoi est-ce qu'on parle. Alors par exemple, il y avait, alors ça c'est, je cite ça, c'est un Bertrand de Jouvenel, il a écrit ça à la fin des années 50. Donc c'était déjà à l'époque, il s'était posé la question. Hein, et il avait écrit cette chose-là. N'importe quelle mesure du progrès dans le niveau de vie de l'individu donne un coefficient de progrès incomparablement plus faible que le progrès dans la quantité d'énergie dépensée par habitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une manière de développer notre niveau de vie qui est incroyablement énergivore. Hein. Et si vous voulez, en gros, je vais vous donner des chiffres tout à l'heure, moi j'ai même du mal à les croire, bon, mais enfin, c'est tellement énorme que j'ai du mal. Donc on pourrait peut-être, avec un peu d'imagination, imaginer de dépenser moins d'énergie, et donc indirectement, je parle d'énergie, mais enfin indirectement d'avoir une empreinte carbone plus faible, sans diminuer beaucoup notre niveau de vie. Hein. Alors ça, c'est un ancien collègue à moi, Pierre Vels, qui a écrit ça. Vous allez voir le titre de son bouquin après. Pierre Vels, c'est un gars, si vous voulez, plutôt... alors moi, j'ai une double formation de sociologue et d'ingénieur, lui aussi. Donc on a quand même... Si vous voulez, on ne va pas cracher dans la soupe de la technique, hein, c'est pas ça, mais se poser des questions, voilà. Alors par exemple, alors ça c'est le chiffre que... Mais il n'est pas le seul à le citer. Hein. Si vous connaissez Jean Covici, c'est des choses qu'il dit lui aussi. Hein. Donc depuis que je suis né, en 1955, donc je continue indirectement ma présentation, depuis que je suis né en 1955, alors vous êtes assis, hein, bon, la quantité d'énergie consommée par habitant, donc je ne parle pas de la croissance démographique, la quantité d'énergie dépensée par habitant a été multipliée par 7. Oui, mais c'est juste de la folie. Est-ce que vous avez... Alors moi qui suis né en 1955, est-ce que j'ai l'impression de vivre 7 fois mieux? C'est la question que pose Bertrand de Jouvenel. Est-ce que j'ai l'impression de vivre 7 fois mieux qu'en 1955? Alors, en aucun cas.
Alors éventuellement quand même 2 fois, j'irai jusqu'à 2 fois. C'est-à-dire oui quand même. Alors bon, moi j'ai pas connu ça, mais presque quand même. Enfin en 1955, il faut savoir quand même que par exemple, beaucoup de logements n'avaient pas le chauffage central, n'avaient même pas les WC étaient dans la cour, sur le palier, etc. Enfin, voilà, c'est quand même pas non plus. Donc oui, enfin quand même. Hein, je veux dire, les gens n'avaient pas de voiture, enfin très peu. Donc voilà, ok. Ok, bon, mettons 2 fois. Allez, mais cette fois, c'est délirant, c'est juste délirant. Donc on pourrait quand même imaginer, ça c'est l'idée de Pierre Vels, c'est-à-dire que je trouve, finalement, donc, si vous voulez, c'est pas une idée complètement folle, hein, il ne s'agit pas de... On pourrait imaginer quand même à une manière d'un modèle de croissance qui suppose pas une telle décorrélation entre ce qu'on pourrait appeler la qualité de vie, qui a quand même augmenté depuis que je suis né. Enfin, la médecine s'est améliorée, enfin, tout ça c'est vrai, mais à quel prix? Donc on pourrait très bien imaginer quand même, hein, si on en était, alors je vous le dis pratiquement tel quel, si on en était à 2 fois hein, l'énergie par habitant, on serait presque, pas tout à fait, mais on y serait presque, si vous voulez, au niveau de sobriété où on devrait tomber, on y serait presque. Il y aurait un tout petit problème, mais on ne serait pas en train de parler de ça. Hein. Donc je dirais que c'est quand même assez incroyable. Bon, alors. Donc, ça c'est le livre de Pierre Vels, donc l'économie désirable. Lui, son idée, c'est de dire, bah, quand même, on pourrait chercher d'autres ressorts de croissance que l'usage inconsidéré de l'énergie et des matières premières. Donc, c'est pas, si vous voulez, bon voilà, c'est ce qu'il dit dans le livre, il donne des exemples, c'est pas comme si c'était facile et qu'il y avait qu'à claquer dans les doigts, mais on n'est pas non plus dans l'impossible, on parle de... Bon, voilà, alors là, je vous brosse le tableau, si vous voulez, en gros. Alors, voilà, du coup, tout ça, ce que je vous raconte, ça a plutôt les contours quand même de quelque chose d'un peu anxiogène, quoi. Hein. Bon. Donc, comment je vais me débrouiller pour parler de la bonne nouvelle là-dedans? Bon, alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bon, en tout cas, disons, occasion de s'interroger, ce qui n'est pas toujours une mauvaise nouvelle, hein, d'être obligé de s'interroger quelquefois. Quand on se pose des questions, on trouve des réponses. Bon. Mais pour moi, ça pose même une question, alors pour le coup un peu radicale, est-ce que notre modèle de consommation, là j'ai cliqué 2 fois, est-ce que notre modèle de consommation et de croissance est tellement génial? Alors, est-ce que, finalement, quand on y pense, est-ce que c'est vraiment tellement extraordinaire? Alors, pour ma part, alors c'est bizarre, j'ai eu des doutes qui ont commencé quand même à m'assaillir, si je puis dire, avant que, enfin, moi, si vous voulez, alors moi j'ai commencé à travailler en 1981, je crois, 1981, j'ai commencé à travailler dans l'aménagement urbain et en 1981, déjà, et quand je faisais mes études, déjà on parlait des questions écologiques. Hein. Pas tellement de l'effet de serre, mais de l'usage inconsidéré des ressources. Hein, la question des ressources qui s'épuisaient. Donc, c'est pas une question. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas à ce moment-là, moi, j'ai pas, si vous voulez, au début, ça m'a pas paru tellement. Enfin, j'avais pas l'impression vraiment qu'on se heurtait à quelque chose de gênant. Donc, en fait, pour moi, même pendant assez longtemps, d'ailleurs vous pouvez ressortir des vieux bouquins que j'ai écrits, et vous le verrez, hein, que c'est pas... La recherche, je dirais, multidirectionnelle de la croissance, c'était pas forcément un problème. Et j'ai écrit d'ailleurs des articles, des livres dans les années 90, et moi je voyais plutôt les avantages que les inconvénients à cette recherche effrénée. Bon, alors, c'est-à-dire quand même, il y a... et ça reste finalement vrai, même si les inégalités, je vais en parler tout à l'heure, sont toujours très fortes et voire quelquefois augmentent, ça dépend. Mais enfin, il y a une amélioration des conditions de vie, notamment des plus pauvres. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité quand même. Et surtout au niveau international. Bon. Mais par exemple en France, clairement... Voilà, aujourd'hui, on n'ose même pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais je veux dire, quand même, il y a eu quelque chose qui a été très frappant pour tout le monde, et qui a été vraiment
c'est l'accès généralisé à l'automobile. C'est-à-dire que toutes les personnes ayant un emploi, en gros, pouvaient se payer une voiture. À peu près. Et même, je me souviens d'une époque, bon, alors ça, moi, j'ai toujours été récalcitrant par rapport à ça. Déjà quand j'ai commencé à travailler, mais il y a eu une époque, au début des années 70, on disait il faut adapter la ville à la voiture. Bon, aujourd'hui, on dirait plutôt qu'il faudrait adapter la voiture à la ville. Bon, mais en fait, ok. Mais enfin, la question essentielle que je me suis posée, si vous lisez les livres, les articles que j'ai écrits avant l'an 2000, c'était plutôt la question justement de la justice, de la répartition des revenus, etc. Ça me paraissait être une question forte et importante. Là, il y avait un problème. Mais ça ne me paraissait pas impossible de résorber les inégalités. Ça paraissait possible et ça paraissait plutôt être une bonne chose. Et puis, j'avais pas... Voilà. Et puis, alors, à la fin du XXe siècle, donc dans les années 90, il y a eu quand même des succès dans la lutte contre la pollution. Il y avait eu l'épisode des pluies acides, où on s'est rendu compte que, en fait, surtout, les voitures émettaient, avec le gaz d'échappement, des gaz qui provoquaient ces pluies acides, qui provoquaient de la déforestation. On a créé les pots catalytiques. Du coup, pour que les pots catalytiques fonctionnent, on a fait de l'essence sans plomb. Et en gros, ça a fait baisser. Bon, il y a d'autres. Après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres sources, notamment la navigation. La navigation maritime provoque. Enfin, en gros, on a vu le problème, on a trouvé une solution et on a fait baisser la pression. Et puis il y a eu la couche d'ozone. Ben, c'est pareil, si vous voulez, c'est pareil, c'est pas complètement. Mais enfin, on a interdit les CFC là, dans les frigos. Et bon, ça n'a pas baissé. Mais enfin, le trou est un tout petit peu. Voilà, on a identifié le problème, on a agi. Donc en fait. Bon voilà, si vous lisez les trucs sur la couche d'ozone, vous verrez que ce que je dis n'est pas aussi simple que ça. Enfin, en gros quand même, un problème, une solution. Voilà. Et puis après, évidemment, quelquefois, une solution difficile à mettre en œuvre politiquement, mais voilà. Alors après, comment est-ce que j'ai commencé à être saisi par des doutes? Progressivement. Alors d'abord, en fait, présupposés. Là, je parle de moi, quand je parle de... Mais enfin, c'est les présupposés que d'autres ont encore aujourd'hui. Moi, je les ai justement... Au début des années 2000, j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. On dit que la croissance améliore la qualité de vie. Bon. Mais en fait, alors ça, c'est un texte que j'ai écrit, je ne sais plus très bien, 2004. Enfin, il est paru en 2004, dans un livre collectif, enfin, peu importe. Mais en gros, je me suis rendu compte, au fond, que les sociétés d'abondance ne sont pas des sociétés heureuses. C'est-à-dire qu'en fait, alors collectivement, c'est-à-dire, je ne veux pas dire, si vous avez plus d'argent à titre individuel, peut-être que vous serez plus heureux. Mais collectivement, si on s'enrichit, on n'est pas plus heureux. Parce qu'en fait, vous avez une perception, alors ça c'est ce qu'on a appelé le paradoxe d'Easterlin, en fait, mais bon, peu importe. C'est qu'en fait, vous vous sentirez bien si vous êtes plus riche que les autres. Voilà. Mais le problème, c'est que, par définition, tout le monde ne peut pas être plus riche que les autres. Oui, c'est là qu'il y a un petit problème dans le truc. Et donc, ça ne fait pas beaucoup de gens qui sont heureux, quoi. Voilà, en gros. Je vous résume encore là. Et puis surtout, le ressort essentiel sur lequel joue la croissance aujourd'hui, c'est précisément la frustration. Quand on vous dit dans la publicité, c'est « Ah ben vous n'avez pas ça ». C'est bien dommage pour vous, mais modulo une petite somme, vous pouvez avoir ça et ça ira mieux. En gros, voilà le message subliminal qu'on vous envoie. On manipule notre frustration, mais au fond, est-ce que notre désir profond n'est pas ailleurs? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence? J'ai commencé à avoir vraiment des doutes, quoi, si vous voulez, de me dire, est-ce que tout ça... Et quand j'ai déménagé, plus récemment, j'ai repensé aussi à ces choses-là. Tous ces trucs et ces machins que j'ai achetés à une époque, je les regarde aujourd'hui avec un... Alors je tiens à vous dire que je vis confortablement. Non, je ne vis pas dans une baraque. Non, donc je crache. Mais enfin, tout ne vaut pas la peine. Voilà. C'est ça que je veux dire. Bon.
Et puis, la deuxième chose, alors là, ça a été plus long à se décider parce qu'en fait, c'est des choses dont on s'est rendu compte progressivement. On dit, aujourd'hui encore, oui, mais vous êtes bien joli, vous êtes bien mignon avec votre idée de mettre la pédale douce sur le développement, mais c'est en fait le seul moyen de réduire les inégalités. Hein, parce que, oui, si le calcul est assez vite fait, si vous expliquez à un riche qui donnait la moitié de sa richesse à des pauvres, en général, ça ne lui plaît pas. Hein. Et comme en général, comme il est riche, il a beaucoup de moyens, il se débrouille pour que ça n'arrive pas. Bon, voilà, en gros. Hein, je vous dis, bon. Et donc vous dites, le seul moyen, c'est qu'on augmente la richesse globale. Donc en fait, les riches, votre richesse n'augmentera pas pendant que les pauvres, eux, ils vont monter un peu. Bon. Sauf que, en fait, c'est pas vrai. La croissance, elle ne résorbe plus les inégalités depuis 1980. Alors là, je vais vous montrer une courbe. J'ai quand même, voilà, la courbe que j'ai osé sortir. C'est la courbe des inégalités en France depuis 1955 jusqu'à 2010. Et puis, si on a prolongé après 2010, ça ne changerait pas grand-chose. Alors, pour les techniciens parmi vous, c'est ce qu'on appelle l'indice de Gini. Et en gros, l'indice de Gini, s'il vaut 1, ça veut dire que vous avez une personne qui a toute la richesse. Et s'il vaut 0, ça veut dire que la richesse est parfaitement répartie. Et après ça, le calcul exact, je vous en fais grâce. Mais c'est un indice qu'on calcule, si vous voulez. En gros, l'idée, c'est de calculer. Vous faites par exemple une approximation. Vous faites des tranches de revenus de 10% en 10%. Et puis vous regardez comment les... Voilà. Alors en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que oui, il y a eu une résorption des inégalités importante entre 65 et 75-80. Alors là, oui. Là, vous avez une résorption forte. Si vous voulez, l'indice de Gini passe de 50 à 30, ça fait une grosse différence. Et puis après ça, vous arrivez à 1980, et puis ça bouge plus, quoi. Les inégalités restent ce qu'elles sont, et même avec la crise de 2008, elles remontent un peu. Alors après ça, la suite, en gros, voilà, on n'arrive plus, enfin peut-être qu'on pourrait si on voulait, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la croissance économique ne diminue plus les inégalités, en tout cas pour la France. Alors après ça, au niveau international, ce serait plus compliqué. Hein, est-ce que d'un pays à l'autre, oui. Mais enfin, en tout cas, voilà. Donc en fait, vous pouvez continuer à croître, mais ça ne résorbera pas du tout les inégalités. Bon. Alors, après ça, alors là, c'est quelque chose de plus personnel, si vous voulez, une démarche personnelle que j'ai faite, en gros, à partir de 2008. Alors, c'est pas pourquoi 2008, ça s'explique par je sais pas, 2008, hein, si vous voulez, j'essaie de calculer. Voilà, 2008, c'est quand ma dernière fille a eu 21 ans. Vous voyez, donc en fait, voilà, un peu sorti la tête du guidon. Et puis j'ai commencé à faire des lectures méditatives de la Bible, et puis de marcher en méditant la Bible, mais enfin, de marcher. Alors ça, vous voyez ma tête, je crois que ça doit être 2009, donc vous pouvez juger à quel point j'ai décru depuis. Et en fait, je suis à l'entrée, c'est sur le chemin de Saint-Jacques, sur la voie du Puy, c'est l'entrée d'un endroit qui s'appelle Aubrac, la ville s'appelle Aubrac, et c'est le plateau de l'Aubrac, qu'on traverse. Et alors, il y a une inscription qui est dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Alors, c'est tout à fait pertinent pour le plateau de l'Aubrac si vous y allez. Alors, vous n'êtes pas forcément, même sur la voie du Puy où il y a un peu de monde, vous vous sentez quand même assez seul, hein, parce c'est le plateau de l'Aubrac, il y a plus de vaches que de personnes. Hein. Et effectivement, en marchant, alors justement, on marche. Quand on arrive à l'étape, on discute avec les autres, mais en marchant, on reste quand même plus ou moins en silence. Enfin, ça dépend des gens, mais enfin, en général, on marche en silence. Et ça m'a pas mal questionné. Hein. Ça m'a pas mal questionné parce que, évidemment, on marche avec un certain équipement technique.
Je veux dire, là, par exemple, vous voyez que j'ai une polaire qui est faite en fait, c'est un dérivé du pétrole. Hein, je ne vais pas vous raconter. Non, mais la polaire, bah oui, c'est un matériau léger et isolant. Donc, bon. Et puis j'ai un sac à dos. Bref, non, c'est pas quelque chose qui, en fait, se fait sans équipement technique, mais en gros, quand même, quand vous marchez, on marche avec peu de choses. Avec quand même un téléphone portable et une carte bancaire. Mais je veux dire, on marche avec peu de choses. Et puis en fait, même, d'ailleurs, quand j'ai commencé à marcher, alors d'abord j'ai fait des marches méditatives, mais en revenant chez moi le soir. Hein. J'ai pas tout. Mais quand vous faites ça, ben en fait vous portez. Et puis donc en 2008, en 2008, j'avais quand même déjà 53 ans, donc j'étais plus tout jeune. Donc il y a des gens qui font ça en portant leur tente. Moi, je pouvais plus faire ça. Mais enfin, donc il y a des livres qui vous disent prenez ci, prenez ça, prenez pas ci, c'est pas la peine, prenez pas ça. Bon, moi j'ai plus ou moins cru ce qu'il y avait dans les livres, et puis ça a été. Mais j'ai marché aussi plus tard avec des gens qui ont eu moins de foi dans ce qui avait marqué dans les livres. Et bien, en fait, au bout de 2 jours, ils ont été à la poste pour laisser des trucs pour les renvoyer chez eux en se disant ça me fatigue de les porter, et 2, finalement, j'en ai pas besoin. Hein. Et donc vous commencez à vous dire que, et c'est là que c'est quand même très fort, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin. Alors, évidemment, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez les retrouver. Oui, mais alors, ça, je peux témoigner qu'on ne les retrouve pas de la même manière. Hein, on ne les regarde plus de la même manière. On se souvient, alors par exemple, bon là, j'ai la première fois, j'ai marché 10 jours. Bon, mais la fois après, c'était 15 jours. Et puis finalement, j'ai fini par faire 3 mois, depuis chez moi jusqu'au bout de l'Espagne. Voilà. Alors là, d'ailleurs, quand j'en parle, alors c'était il y a 10 ans, en 2013. J'en suis... J'avais à l'époque, je travaillais encore, et donc j'avais utilisé un compte épargne-temps. Quand je suis revenu, il y a des collègues qui m'ont demandé tu serais prêt à repartir? Et alors je leur ai fait une réponse oui, mais si je repars, vous ne me voyez plus. C'était déjà là, il a fallu revenir, quoi. Hein. Je me souviens que quand je suis revenu chez moi, donc j'avais porté de toute façon les mêmes habits pendant 3 mois. Hein. Alors bon, quand même, j'avais quand même 2 pantalons, hein, je vous rassure. mais enfin, on alterne les trucs, enfin, avec très très peu d'équipement. Si vous voulez un sac à dos qui fait 8 kilos, hein, voilà, c'est tout. Hein. 8 kilos, y compris le sac à dos. Bon, plus quand même le pique-nique ou l'eau. Bon, enfin, mais je suis revenu chez moi. Et donc j'avais laissé les clés de chez moi, enfin c'est ma femme qui me les avait ramenées, parce qu'elle a fait la fin du truc avec moi, mais je suis revenu chez moi. Et donc j'ai retrouvé mes clés, mon trousseau de clés. Je ne savais plus quelle clé aller sur quelle porte. Pour vous dire à quel point j'étais complètement décalé, quoi. Et puis, quand je suis revenu, j'ai rêvé toutes les nuits, pendant 3 semaines, que j'étais en train de marcher. Jusqu'au moment où j'ai quand même un peu écrit, j'ai commencé, et puis alors là, bon, ça c'est un peu... Mais bon, je veux dire, voilà, c'est une expérience, alors ça transporte ailleurs, mais surtout, mais ça m'a interrogé aussi, justement, sur est-ce que notre mode de vie est tellement génial? Est-ce que finalement on vit des choses très fortes? Alors, qu'est-ce que je dirais? D'abord, oui, donc en fait la question de se désencombrer, de partir avec moins. Alors j'ai un collègue qui m'avait dit mais tu as réussi pendant 3 mois à vivre de cette manière ascétique. Oh, je dis ascétique, alors c'est pas du tout, non mais c'est marrant, c'est pas du tout comme ça que j'aurais défini ce que pour moi c'était au contraire une expérience de plénitude, un truc incroyable. Puis bon, quand même j'avais ma carte bancaire, donc je ne me suis pas privé d'aller manger au restaurant de temps en temps, enfin il ne faut pas non plus... Bon. Donc, et se désencombrer, voilà, c'est là, se désencombrer, ça fait du bien. Bon. Et en fait, on se désintoxique. Alors ça, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais ça, là, vous pouvez faire l'expérience, si vous voulez. Je pense que 15 jours, ça suffit déjà. On se désintoxique de toute une série d'enjeux qui nous empoisonnent en temps normal. Alors moi, j'avais rencontré un gars qui disait c'est la lessiveuse dans la tête. C'est-à-dire qu'on porte des choses et puis peu à peu on les... Alors des choses mais qui ont trait, oui, quand même, au jeu social, à la considération sociale,
Une fois j'ai fait la liste, je me souviens une fois que je marchais comme ça, je me suis dit tiens, ça faisait un écho, parce que en fait je lisais des passages bibliques tous les jours, ça faisait un écho sans doute, je ne sais plus à quel passage biblique que je lisais, je me suis dit tiens, je vais faire la liste de tout ce qui me manque. Alors, tout ce qui me manque, tout ce dont j'ai l'impression de manquer. Mais carrément, j'y suis allé, hein, carrément. Donc j'ai pris, en marchant, en m'arrêtant un petit peu, j'ai pris des notes, etc. Mais tout ce qui pouvait me passer par la tête, des choses qui me manquaient, de matériel ou symbolique. Pourquoi est-ce que je ne vends pas plus de livres? Pourquoi je ne suis pas un chercheur plus connu? Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Bon. J'ai fait la liste, ça m'a occupé 2 heures, hein, quand même, hein, je veux dire. Je suis arrivé à la pause, j'ai relu ma liste, et là j'ai ri, quoi. J'ai ri en me disant, c'est tout, voilà tout ce qui te manque. Oh, bah, franchement, tu peux passer au point suivant, quoi. Je veux dire. Non, mais oui, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, je vous recommande même en marche. Il suffit de marcher un jour pour arriver à faire ça. Vous faites la liste de tout ce qui vous manque. Alors, pas de censure, hein, y compris les choses dont vous avez honte de parler, parce qu'il n'y a que vous qui lirez la liste, hein, d'accord? Et donc, faites cette liste-là, et à la fin, enfin, moi j'en ris, quoi. Donc voilà, bon. Et puis, alors il y a autre chose, alors ça, j'avais pas du tout pensé à ça, c'est qu'en marchant, j'ai pris une autre place par rapport à la nature. En fait, en marchant, on est environné par la nature, et puis bon, puis voilà, hein, on peut se retrouver en race campagne au milieu d'un orage, hein, ça c'est pas... Alors même si on essaye avec la météo de zigzaguer, oui, enfin on arrive, ouais. Mais on zigzague pas toujours, hein. Bon, je veux dire... Donc, et puis mais voilà, on est au milieu de la nature, et en fait, je me suis rendu compte que progressivement, hein, d'année en année, parce que je l'ai fait plusieurs années de suite, par petits bouts, puis une fois un grand bout, ben en fait... je commençais à avoir un autre rapport à la nature qui était plus un rapport de dialogue que de commandement. Alors, naturellement, je n'ai pas commencé à parler aux arbres, hein, je vous rassure, je n'ai pas complètement perdu les pédales. Mais je veux dire, mais c'est plutôt l'idée de se dire, en fait, la nature elle a sa logique et je ne maîtrise pas tout et bien, c'est pas si mal. Hein, c'est comme si, en fait, moi, je sais pas, c'est un peu... Alors, oui, il faut se méfier des anthropomorphismes, mais c'est comme dans un couple, quoi. Je veux dire, c'est mieux de se parler que d'essayer de commander l'autre, quoi. Enfin, je vous le conseille, en tout cas. Bon. Donc, je veux dire, voilà. Donc... et puis alors, après, le bénéfice de la lenteur. Alors là, peut-être que... ça, c'est assez frappant, si vous voulez, qu'en fait, on marche, donc on va lentement, puis avec un sac à dos, et puis à 50 ans passés, on n'avance pas si vite que ça, on fait du 4 km/h à peu près, et en fait, du coup, on découvre l'espace d'une autre manière. Alors, c'est d'autant plus frappant quand ça m'est arrivé de marcher près de chez moi, donc il y a des endroits que je connaissais pour y passer en voiture, ou en bus, ou en RER, etc., je me retrouve en train de marcher à pied, c'était un autre endroit. C'est un endroit que je connais, mais c'était un autre endroit. Quand je marchais, je voyais autre chose. Et même, alors, il y a eu des expériences très troublantes d'endroits où je suis passé en voiture et où je suis passé à pied, et j'ai vu passer des voitures que j'ai considérées comme des fous furieux, quoi. Hein, alors que c'était moi, hein, enfin ça aurait pu être moi dans la voiture, mais tout d'un coup, vous voyez, est-ce que c'est tellement génial, vous voyez? Enfin, alors, voilà, c'est des questions. Je vais dire, oui, je me sers toujours de ma voiture, je suis venu en TGV ici, voilà. Donc mais il y a aussi une autre manière de voir le monde qui mérite qu'on y pense un petit peu. Et puis donc finalement, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les mouvements slow. Alors au début, c'est un truc qui est né en Italie. À un moment donné, il y a des gens qui voulaient mettre un fast-food, et puis des gens qui disaient non, maintenant ça suffit, on va faire le slow food. Hein. Donc en fait, vous voyez un peu l'idée. Et l'idée du slow food, d'ailleurs, c'était aussi comment est-ce que tout le monde pourrait accéder à une alimentation de qualité? C'est-à-dire que c'est pas juste faire du slow, mais y compris que ce soit pas juste un truc aristocratique pour quelques personnes qui ont les moyens de prendre leur temps. Comment est-ce qu'on pourrait faire du... Allez. Et après ça, on s'est rendu compte dans ces mouvements de slow qu'on a redécouvert la richesse des relations, parce que, par exemple, justement, quand on est moins outillé, on a plus besoin des autres. Hein. Donc on est moins individualiste, et ça peut être très bien. Le progrès technique, en fait, il nous isole les uns des autres. Alors, j'ai un exemple qui, quand même, je pense que vous connaissez tous. Moi, ça m'arrive aussi de commander quelque chose sur Internet. Hein, et
je vois même pas la personne qui vient l'amener, puisque j'ai une boîte aux lettres qui s'ouvre de l'extérieur, et ça m'arrive d'être chez moi. Et puis j'ai tout d'un coup un SMS sur mon téléphone qui me dit que le truc est dans ma boîte aux lettres. J'ai pas vu le facteur. Hein. Je vais à ma boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, je prends le colis. J'ai vu personne, du début jusqu'à la fin. Ben alors, bon. Mais si on n'a que ça, le problème c'est qu'on a tendance, l'équipement technique a tendance à faire ça pour beaucoup de choses. Alors on n'a pas tout le temps, on n'est pas obligé non plus de, si vous voulez, si on devait marchander tout ce qu'on achète, oui, ce serait un peu fatigant et on n'y arriverait pas. Donc, non, mais enfin, si on ne fait que ça, c'est problématique. Hein. Donc, voilà. Donc, je suis venu à cette idée, vous commencez à comprendre où je veux en venir, quoi. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Ça pourrait être une occasion pour nous de considérer notre mode de vie d'une autre manière, et de se dire que c'est au fond peut-être une bonne nouvelle d'être obligé de se poser la question. Et de toute façon, on sera obligé. Alors, de tout ce qu'on pense avoir absolument besoin, en partie, ça nous intoxique, et en partie, on perd le contact avec les autres. Et alors moi, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Alors, à l'époque, alors maintenant, j'habite en ville, justement. On a déménagé pour aussi être plus près du centre-ville. Et puis, en fait, l'église où je vais, elle est au bout de la rue. Mais avant, j'habitais donc en Seine-et-Marne, et l'église où j'allais, elle était à 15 minutes en voiture, ce qui n'est pas tellement loin non plus. Mais en fait, à un moment donné, on a dit dans l'église, c'était quand même idiot, dans les réunions de semaine, on pourrait au moins faire du covoiturage pour aller aux réunions. Donc à Paris, vous n'avez pas ce genre de problème. Mais du covoiturage, bon, alors très bien. Et je me suis mis à aller, par exemple, au conseil d'église, avec une dame qui habitait pas si loin que chez moi. Et avant, on allait chacun, c'était plus simple, c'est voilà, en fin de journée, en région parisienne, je peux vous faire un dessin, on est à 5 minutes près, donc allez, on partait chacun dans sa voiture. Bon, on s'est dit qu'on pouvait quand même, donc on a commencé à covoiturer. Et la chose bizarre, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais des relations assez sympathiques, mais plutôt formelles. Et en étant en voiture, comme ça, pendant un quart d'heure, on a commencé à échanger des choses beaucoup plus personnelles, et très fortes d'ailleurs. Hein, c'est assez étonnant. Et je me suis rendu compte que c'est ça, en fait, quand on n'a pas l'outil pour faire les choses tout seul, on est obligé de les faire avec les autres, et quelquefois c'est bien, donc quelquefois c'est moins bien. Mais je veux dire, mais voilà, de retrouver, hein, on retrouve un certain tissu relationnel. Donc oui, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, bon là, on a parlé des livres que j'ai écrits, ça c'est mon dernier, hein, Les Béatitudes au quotidien. Alors, c'est quoi l'idée? Par exemple, au fond, je me suis demandé comment tout ce que j'avais vécu, comment est-ce qu'on pouvait en faire quelque part une manière, une manière de vivre au quotidien, comment est-ce qu'on pouvait habiter le quotidien avec une spiritualité justement un peu libre et heureuse. Et puis tout d'un coup, je suis un peu tombé sur le texte des Béatitudes, et en fait, en creusant, ça a tiré un fil comme ça, et puis ça... Alors par exemple, ce que j'appelle l'esprit de pauvreté. Vous lirez dans le livre pourquoi je parle de l'esprit de pauvreté au début. Donc, heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Il y a un bonheur dans l'esprit de pauvreté. Alors, pas la misère. La misère, je pense que ce n'est pas heureux. La misère, c'est jamais heureux. Mais l'esprit de pauvreté, où justement on n'essaye pas tout le temps d'avoir plus et d'accaparer, etc., eh bien, ça peut rendre heureux. Moi, j'ai rencontré quelqu'un sur le chemin de Saint-Jacques, justement, qui était... On n'était pas chrétien, mais en même temps très travaillé, hein, c'est pas les questions de foi. Mais enfin, il m'a dit, et c'était la deuxième fois qu'il faisait le chemin, et je lui ai demandé, enfin un peu, qu'est-ce qui lui restait du premier. Alors il m'a raconté, hein, il m'a dit en fait, bon, en résumé, quand je suis arrivé au bout, hein, je me suis rendu compte que j'avais assez. Ça c'est. Donc voilà, j'aurais pu être mis à afficher des photos. Il y a l'appareil photo que j'ai là, je pourrais avoir un appareil photo plus performant. Non, mais j'ai assez. J'aurais pu, par exemple, continuer à travailler pour avoir plus d'argent, mais à un moment donné, je me suis dit que j'avais assez. Oui, c'est fort quand même. Hein, donc, voilà.
Et en fait, donc, ce qui s'est passé, tout ça, c'est des choses qui me sont arrivées tranquillement, et sans que je pense spécialement aux enjeux écologiques. Moi, j'y pensais un peu, mais c'est pas du tout un truc... ça s'est développé parallèlement, et quand les questions écologiques elles sont devenues de plus en plus fortes, ça a rejoint la trajectoire que je suivais depuis, maintenant, ça fait 15 ans que, voilà, c'est comme ça, et peu à peu. Et c'est pas du tout une chose que j'ai préméditée, ça m'est arrivé, quoi. Ça m'est arrivé de proche en proche... Puis c'est un peu ce que je raconte dans les béatitudes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un pas dans la direction, on en fait un deuxième, quoi. Alors on n'est jamais au bout, on n'est jamais au bout, mais on se rend compte que c'est des directions de marche fortes et valables au quotidien, qui effectivement nous rendent heureux. Alors bon, ça je ne peux pas vous le démontrer, alors donc c'est à vous d'essayer, vous verrez si j'ai raison, mais oui, enfin je veux dire... Je pense que Jésus n'est pas... Souvent, on a l'impression qu'il cultive le paradoxe avec ses béatitudes. Bon, peut-être que oui, dans la manière de le dire, il y a une forme de paradoxe, mais en fait, quand on y réfléchit... Et alors, donc, dans le livre, puisque je vais arrêter sur le livre, mais j'ai à la fois essayé d'étudier le texte des béatitudes et voir comment ça se rattachait à d'autres textes de l'évangile de Matthieu ou de l'Ancien Testament. Et moi aussi, après ça, j'ai un chapitre dans le quotidien, aujourd'hui. Comment c'est pertinent dans le quotidien? Parce que je suis persuadé que justement, ce n'est pas un texte pour des spécialistes religieux ou des virtuoses, c'est des textes pour tout le monde. Et effectivement, c'est effectivement une voie heureuse. Bon, alors après ça, vous avez aussi un texte que j'aime bien, c'est l'encyclique Laudato Si. Ce que j'aime bien là-dedans, je ne vais pas vous dire que je vais, pour le coup, bénir ce texte de A jusqu'à Z, c'est pas ça mon propos. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est que les rédacteurs de l'encyclique, qui n'étaient pas... Le pape François, il a signé à la fin, mais enfin, il a utilisé une équipe, ils ont cherché à rapprocher justement ces questions écologiques de questions spirituelles. Et dire que ce n'était pas seulement une question matérielle, pas une question simplement, mais ça remettait en question notre manière de voir le monde, de le vivre, de donner de l'importance à certaines choses, à certaines valeurs, et que ça rejoignait des questions très profondes et des questions de l'Évangile. Donc ça, je trouve que c'est quand même un des premiers textes, finalement, que j'ai vu qui disait cette chose aussi nettement et aussi précisément, enfin en tout cas dans un cadre chrétien. Voilà. Donc voilà. Après, il y a un auteur, évidemment, qu'on redécouvre aujourd'hui, qui a été vraiment un précurseur, alors là, de très très loin, qui est Jacques Ellul. Alors, c'est bizarre parce que moi, j'ai lu Jacques Ellul quand j'étais jeune, mais j'aimais pas trop, quoi. Et d'ailleurs, au fond, j'aime toujours pas trop. Non, il y a quelque chose... Non, je vais pas... C'est un peu un détail, mais je vais dire non, pourquoi il y a des trucs? Parce que je trouve qu'il va trop loin, si vous voulez. Bon. Mais, lui, il a quand même souligné une chose très vite. Donc, les premiers livres qu'il a écrits sur la technique, c'est 1945, peut-être 48. La technique ou l'enjeu du siècle, peut-être c'est 48, vous vérifierez. Mais il a pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, la technique nous enferme dans un chemin. Et c'est-à-dire qu'en fait, la technique pose des problèmes auxquels on cherche des solutions techniques qui, de nouveau, nous posent des problèmes pour lesquels on cherche. Et en fait, il y a une sorte d'engrenage dont on n'arrive plus à sortir. Alors, voilà. C'est pas forcément toujours vrai. C'est là que, si vous voulez, c'est un peu une posture, c'est ça que j'aime moins. Mais en fait, je trouve quand même qu'il pose vraiment des bonnes questions. C'est qu'en fait, c'est pas toujours, pour le moins, la technique le problème. Et lui, effectivement, donc c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Frédéric Rognon, qui est actuellement prof à la faculté de Strasbourg, qui a écrit ça. Je pense que le problème, et je pense que c'est juste, le problème que Ellul avait au fond, c'était la non-puissance. C'est-à-dire, en fait, on pense toujours régler les problèmes en augmentant notre puissance. Alors qu'en fait, cette volonté de dominer, alors, et c'est souvent d'ailleurs, les choses vont ensemble. Quand on veut dominer la nature, souvent on essaie aussi de dominer l'autre, et tant qu'à faire, de dominer Dieu. C'est-à-dire qu'on fait des prières utilitaristes où on dit à Dieu, donne-moi ci, et donne-moi ça, etc. Bon. Et en fait, il y a un rap. Et alors qu'en fait, si on approche la nature, les autres et Dieu, justement à notre juste place et sans puissance, on voit la vie différemment et il y a quelque chose de libérateur. Donc voilà, ça aussi je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer. Et puis j'avais un collègue qui a écrit un livre qui s'appelait La dépendance automobile. Alors lui, c'était très très simple.
il avait interviewé des gens, par exemple, en demandant pourquoi vous avez acheté une voiture. Ben, pour être indépendant. Bon. Et puis une fois que les gens avaient acheté une voiture, ils allaient habiter à un endroit où ils étaient dépendants de la voiture. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la solution devient le problème. Hein. Oui, certes, mais en fait, du coup, voilà. Donc, vous voyez, et alors, par ailleurs, la dépendance automobile dans l'idée du puits, c'est pas seulement individuel, c'est aussi collectif. C'est-à-dire que le fait que beaucoup de gens aient une voiture, maintenant, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire sans voiture. Hein, je veux dire... voilà. Alors, du coup, je pense qu'au fond, ça nous lance des défis. Puis, bon, alors, si vous êtes chrétien, en tout cas, moi, en tant que chrétien, ça me lance un certain nombre de défis. Hein, voilà. Est-ce que on est capable, est-ce qu'on sera capable de montrer que c'est une bonne nouvelle d'être rempli de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu plutôt que d'être rempli de biens matériels. Cette question de rempli, je pense que c'est une question importante. Et cette question, c'est en fait si vous lisez l'évangile de Luc, c'est une véritable scie dans l'évangile de Luc. Je pense que, pour vous donner un exemple, il y a une grande section de l'évangile de Luc qui est liée au choix de vie, justement. Donc c'est ce qu'on appelle la marche vers Jérusalem, qui commence à la fin du chapitre 9 et qui se termine le jour des rameaux, 10 chapitres plus loin. Et là-dedans, en fait, de chapitre en chapitre, Jésus parle du rapport aux richesses tout le temps, et pendant ces 10 chapitres, il parle 2 fois du sexe. Et encore une fois, donc en fait, il parle à peu près une trentaine de fois de l'argent et 2 fois du sexe. Donc, ouais, je ne dis pas que tirez-en la conclusion que vous voulez, mais juste pour dire que cette idée d'être rempli, elle est extrêmement importante. Et puis, donc, il y a cette fameuse parole, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais c'est la question, en quoi est-ce que les richesses sont un obstacle ? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser à tous. En quoi est-ce que les richesses sont un obstacle ? En quoi est-ce qu'elles nous aveuglent ? En quoi est-ce qu'elles nous intoxiquent ? Elles ne font pas que ça, mais elles peuvent faire ça aussi. Voilà, ça, je pense, c'est des grandes questions. Du coup, des questions qui pourraient devenir pour nous tous des bonnes nouvelles. Vous voyez où je veux en venir. C'est une occasion de se ressaisir, peut-être. Bon. Et puis... alors je pense que j'ai... Ouais, c'est ça. Le deuxième item, j'y reviendrai après. Moi, j'ai une parabole que j'aime bien, qui est dans l'évangile de Matthieu aussi, qui est cette parabole du trésor trouvé dans un champ. Alors, le royaume de Dieu est semblable à un homme, non, il est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie, ça j'aime bien ça, dans sa joie, il s'en va, il met en vente tout ce qu'il a et il achète le champ. Et ça c'est le dans sa joie qui pour moi est le point vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, mais oui, enfin, hop, il vend tout ce qu'il a et paf, il va acheter ce truc pour avoir le trésor. Et j'ai fait, d'ailleurs, c'est une animation qui est assez facile à faire, il faut un petit peu de préparation. Et une fois, j'ai fait une animation sur, voilà, j'avais découpé dans les journaux des images de publicité. Et puis, j'avais mis des photos d'autres choses. Enfin, j'avais dit aux gens, on va faire un truc sans parole. Vous allez considérer une image, mais de quelque chose qui vous est arrivé, un bien matériel que finalement vous avez été prêt à lâcher pour quelque chose de plus important. Donc vous allez prendre l'image de la publicité, c'était les extraits de journaux, vous les mettez en boule, vous nous le montrez, vous le mettez en boule et vous le mettez à la poubelle, puis vous nous faites un mime sur la photo qui est ce trésor que vous avez choisi, qui vous a permis de jeter l'autre truc à la poubelle. Moi j'ai été complètement... Bon, j'ai lancé le truc, mais moi j'étais scié. Je veux dire, c'est énormément d'émotions, quoi. Je veux dire, sans parole, mais c'était... Pourquoi ? Parce que c'est pas l'idée, si vous voyez bien, pourquoi est-ce que je vous dis, c'est
on acceptera de perdre quelque chose que si on est rempli par autre chose. Hein, si vous vous dites, vous n'avez rien, ça ne fait rien, débarrassez-vous de ce que vous avez, vous aurez encore moins. Ça, ça n'ira pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne va faire ça. Mais si vous avez l'impression que vous êtes en train de toucher quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui vous remplit concrètement, ça vous paraît comme l'autre, là. Enfin, oui, dans sa joie, allez hop. Et justement, c'est pas une... C'est comme mon collègue qui me parlait de l'ascétisme. J'ai dit, non, c'était que de la joie. Hein, ouais, ce que je veux dire, même si j'ai été poursuivi par un chien. Enfin, je veux dire, non, ok, c'est pas pour dire qu'il n'est pas arrivé. Enfin, je veux dire, voilà, ok. Et puis donc, la deuxième question, c'est que faire si la situation sociale s'aggrave? Hein, alors, ce qui non seulement pourrait arriver, mais hélas, commence déjà à arriver. Voilà, ça c'est un petit livre que vous avez à la fin qu'on m'a demandé. Hein. C'était un livre, c'était une commande. Et les gens m'ont parlé mais il y a toutes sortes de théories sur l'effondrement. En fait, est-ce que tout va pas s'effondrer? Alors, moi, j'en sais rien. Mais par contre, certainement qu'il y aura des choses qui s'effondreront. Ça va peut-être pas être le grand effondrement, mais il y a des choses qui vont s'effondrer. Ça, c'est hélas le plus probable. Voilà. Je suis pas en train d'essayer de... Mais enfin, logiquement, ça devrait... Il y a des choses qui vont s'effondrer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une des questions que j'ai travaillées, bien sûr, on se dit, il y a la question des récits de la fin des temps. Dans l'Évangile, ce qu'on appelle l'eschatologie, enfin, ce qui va arriver à la fin. Et alors, ce qui pour moi est intéressant et fort, c'est que ces récits ne sont pas des récits de démobilisation. On ne dit pas, voilà, alors surtout dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Jésus parle de choses qui vont arriver, de l'effondrement du temple, de toutes choses pas très sympathiques, de guerre, de bruit de guerre, de machin, de fuite, de tout ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a cette fameuse parabole de l'intendant qui est, donc du coup, quel est cet intendant fidèle que j'ai établi sur ma maison pour donner aux autres de quoi manger en temps voulu, etc. Je pense que je l'ai là ici. Est-ce que je l'ai mis? Voilà. Quel est donc le serviteur? Alors ça, si oui, non, juste pour vous dire où ça vient, Jésus vient de dire, voilà, tout va s'effondrer, ce ne sera pas encore la fin, mais ce sera terrible, et alors à ce moment-là viendra la fin. Donc vous voyez, vraiment le récit de la fin, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Voilà. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Vous dites, pendant tout ça, pendant que le maître est parti, pendant que tout est en train de s'effondrer, on a quand même le gars qui est là pour donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail. Et en vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Il y a un petit détail du texte d'ailleurs qu'on voit mieux en grec qu'en français, mais en fait, heureux ce serviteur que son maître en arrivant, vous voyez que c'est un participe présent. Pendant que le maître arrive, vous voyez, c'est comme pendant que le maître arrive, le serviteur est en train de faire ce travail. Vous voyez, et puis du coup, il y a une continuité. Et hop, il l'établit sur tous ses biens. Ça suit son cours. Sinon, c'est la rupture. Et en fait, mais si ce mot serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les humains, le maître de ses serviteurs arrivera, mais c'est pas le même verbe en fait. D'abord, il arrivera, il viendra, il surviendra, si vous voulez. Il surviendra, on pourrait dire, au jour qu'il n'attend pas, à l'heure qu'il ne sait pas, il le chassera, lui fera partager le sort des hypocrites, et là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Juste si on remet ça en perspective avec ce que Jésus vient de dire. Vous pouvez avoir l'impression que tout s'écroule, mais si vous vous laissez emporter par l'écroulement, et que vous commencez à boire, à vous perdre, etc., en fait, c'est pas ça que j'attends de vous. J'attends de vous que vous teniez bon. Que vous teniez bon, y compris si tout s'écroule. Et donc,
Et c'est souvent le sens, si vous voulez, alors bon, ça, j'ai pas le temps de développer ça, mais c'est souvent le sens des récits de la fin des temps dans le Nouveau Testament, c'est de nous dire, voilà ce qui va demeurer, et voilà ce qui va s'écrouler, et voilà ce qui va demeurer. Et ce qui va demeurer, eh bien, vivez-le déjà aujourd'hui. Si vous voulez. Donc c'est un discours sur le futur qui doit informer notre présent. Et si on est conscient, alors ce que je suis en train de vous tenir, d'ailleurs, c'est un discours, si vous voulez, non pas de la fin des temps avec un grand F, mais de la fin de quelque chose, comme avec un petit F. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi comme ça. C'est pas contradictoire, si vous voulez. Moi, je ne vous dis pas que ça va être la fin avec un grand F, parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Bon. Mais les fins avec les petits F, il y en a déjà eu plusieurs dans l'histoire. Et ces discours sur la fin avec un grand F, elles nous parlent aussi des choses qui ont des fins avec des petits F. C'est une manière de nous comporter quand les choses autour de nous touchent sur quelque chose, arrivent à une fin. Et on doit tenir bon. Et c'est à nous, justement, de se dire, voilà ce qui demeure, et donc on va vivre ces choses-là qui demeurent, parce que c'est ces choses-là qui ont de la valeur. Bon, en fait, la fin de toute chose est proche, et la fin de mon discours aussi. Donc et donc, en fait, oui, alors ça, je vais en parler après, mais par exemple, je donne encore un autre passage biblique parce que ça m'a beaucoup frappé, puis on va voir après ça, je vais vous donner deux, trois indications de lecture. Dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 7, je vous lis « La fin de toute chose est proche ». Alors vous attendez à quoi? La fin de toute chose est proche, donc c'est bon quoi. En fait, pas tout à fait. « Montrez donc de la sagesse et soyez sobres ». C'est pourquoi? Parce que la fin de toute chose, alors, elle est proche d'ailleurs, pas forcément uniquement dans le temps, elle est proche aussi dans l'espace. Elle est là, elle est à portée de main. Afin de pouvoir prier. Bon, afin de pouvoir prier, ça on se dit encore d'accord. Effectivement, si on imagine que la fin du monde c'est pour bientôt, mais pas seulement. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns avec les autres sans murmurer. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu variant en ses effets. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est proche. Donc en fait, surabonder en amour mutuel, pourquoi? Parce que la fin de toute chose... Alors qu'en fait, vous pourriez dire, la fin de toute chose est proche, allez, on va s'installer, puis on va regarder tout ça à la télé, quoi. Non, c'est pas ça. Ces discours sur la fin sont des discours qui nous mobilisent. Et donc finalement, la sobriété, vous voyez, comme j'en parle, c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen de se désintoxiquer, de se recentrer sur l'essentiel, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà, alors je vous donne quelques trucs quand même. Alors l'écologie, parlons-en. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai contribué, même si la rédaction finale doit très peu à ma plume. Mais enfin, j'y ai contribué. C'est un livre qui a été fait par la commission d'éthique évangélique, avec les libristes, les baptistes, les réformés évangéliques. Et en fait, c'est un guide d'études pour des groupes de maison. En fait, c'est fait comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en groupe de maison. C'est des petites études. Et alors, l'idée était que ce soit l'occasion de débattre. En fait, on montre des choses, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc, bien sûr, le livret prend position, mais il n'est pas là pour fermer le débat en disant vous êtes des climato-sceptiques, alors dégagez. Non, vous voyez, parce qu'on s'est dit au contraire, quelquefois, souvent, dans l'Église, on n'ose pas aborder ces sujets parce qu'on se dit si on en parle, ça va être la division. On s'est dit que non. En fait, c'est un sujet dont on peut parler. On a essayé de se donner les moyens d'en parler. Et entre autres choses, c'est Rachel Calvert qui a beaucoup contribué à la rédaction finale, avec Marjorie Legendre. Après ça, Rachel Calvert est devenue présidente d'Arocha France, mais à l'époque, elle ne l'était pas encore. Donc, moi, je vous le recommande. Puis il y a des petits flashcodes que vous. Enfin, c'est bien. Après, alors ça c'est bon. C'est mon dernier. C'est pas le dernier livre, parce que le dernier c'est celui sur la béatitude. Celui-là, il est paru en 2019. Et en fait, moi, c'est ça un peu la question finale que je pose, quoi. Est-ce que en ayant moins, parce que collectivement, c'est ce qui va arriver, en prenant plus de temps pour vivre avec les autres, en retrouvant l'intérêt des relations locales,
on n'a pas un trésor à redécouvrir. Et question majuscule, est-ce que le sens de la vie peut se résumer à l'aisance matérielle, et donc la sobriété? Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle? Pour moi, c'est en tout cas largement une bonne nouvelle, mais vous avez compris que je ne suis pas en train de prôner une sorte d'ascétisme extrême, c'est pas du tout ça mon point. Mais là, ma question, la question que je posais déjà en 2019, c'est est-ce que les chrétiens vont réussir à être sel de la terre? Et je pense que, en fait, on est dans des moments difficiles, et j'espère qu'on va tenir bon et qu'on sera le sel de la terre. Voilà pour mon exposé liminaire, et donc je vous laisse la chance de me poser des questions.